Roxanne, all she wanna do is party all night. Bonjour, je me présente, je suis Roxane, j'ai 35 ans, je suis diététicienne depuis 2011 et j'accompagne des patients en chirurgie bariatrique depuis 2014 maintenant. Et aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo pour mettre en face à face un patient qui va bénéficier d'une sleeve dans quelques temps et une patiente qui a bénéficié d'un bypass il y a quelques mois. L'idée étant essentiellement qu'ils puissent échanger sur leurs doutes, leurs questionnements et que moi je puisse intervenir pour ajouter un petit complément d'information ou des termes un petit peu plus techniques. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, j'ai 33 ans, je suis l'heureux papa de 3 petits-enfants, je suis diagnostiqueur immobilier, donc j'ai ma société depuis maintenant 8 ans. Je vais bénéficier donc le 6 janvier 2022 d'une sleeve et j'ai tellement hâte d'y être. Bonjour à tous, moi c'est Mélanie, j'ai 23 ans, je suis infirmière aux urgences pédiatriques. Je me suis fait opérer le 16 juillet et aujourd'hui je suis à 5 mois post-op et je suis à 36 kg de perdu. Mélanie, du coup, toi, dans ton parcours, est-ce que tu as eu un régime avant ton opération à faire? Parce que j'ai entendu parler du régime yaourt. Du coup, je voulais savoir si toi, tu avais dû le faire ou pas. Du coup, moi j'ai eu un suivi par une diététicienne qui est ici présente. Et tout au long de mon parcours, j'ai eu du coup tout l'équilibre qui a été mis en place, que j'ai suivi jusqu'à la fin de mon parcours. Et donc, j'ai pas fait de régime particulier avant le pré-op, j'ai juste continué ce qu'elle avait donné avant. En fait, il faut savoir que les patients, comme toi, tu as subi aussi, avant l'intervention, au minimum un parcours de 6 mois avant de pouvoir subir l'intervention, bénéficier de l'intervention. Donc forcément, tu as déjà toutes les bases pour arriver comme il faut à l'intervention. Après, il y a parfois des patients qui ont une stéatose hépatique, donc ça veut dire un gros foie qui peut gêner le geste du chirurgien le jour J. Donc il y a certaines équipes effectivement qui mettent en place le fameux régime yaourt que moi je trouve très contraignant, encore plus juste avant l'intervention. Ça peut dégoûter aussi des yaourts qui vont être très importants pour moi pour le post-opératoire. Donc voilà, je ne suis pas une grande fan de cette pratique, mais ça existe et voilà, généralement c'est pour pouvoir faciliter le geste du chirurgien le jour J. Et ton parcours préopératoire, ton suivi préopératoire, c'est bien passé. Est-ce que tu as eu une perte de poids? J'ai perdu, là je suis à 14. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus tous les patients qui ont cette perte de poids en préopératoire, mais c'est vrai que ça aide en tout cas au geste du chirurgien, ça c'est sûr. Du coup, toi, après ton opération, niveau alimentation, tu as été nourri par sonde ou tu as pu reprendre une alimentation rapidement? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? C'est vrai que ça reste quand même un peu flou parce qu'il y avait la morphine, mais je pense que ça a été directement après, le soir même. On t'amène un espèce de potage qui donne pas très envie, j'avoue, que tu mélanges à une purée pour le diluer. Et ça, il me semble que c'est le lendemain. Il me semble que le jour même, tu as le droit à un yaourt. Et tu trempes la cuillère dedans. Alors, en fait, effectivement, le jour même, tu manges pas. C'est juste, on t'a donné certainement de l'eau quelques heures après l'intervention. Ouais. Et voilà. Et c'est le lendemain, effectivement, que tu réintègres l'alimentation. À l'époque, alors je pourrais pas dire il y a combien de temps, en année, je ne sais pas. Mais oui, il pouvait y avoir une sonde nasogastrique qui était mise en place, chose qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Même les drains sont le plus souvent évités. Ça peut encore arriver, mais ça reste relativement rare. Et donc, dès le lendemain, effectivement, le patient reprend une alimentation pas normale, bien sûr, mixée, mais voilà, tu reprends de l'eau quelques heures après l'intervention et le lendemain, on te réalimente. Niveau quantité, tu te rappelles à peu près ce que tu as réussi à manger au début? Ça doit te choquer quand même. Oui, je m'en rappelle parce que c'était tellement. J'avais tellement l'impression d'être au bout de ma vie avec juste une cuillère à café que. Oui. Bon, il y a aussi certainement l'appréhension à ce moment-là qui intervient. Forcément, tu viens de bénéficier d'une chirurgie bariatrique, donc tu es encore hospitalisé. Donc oui, je pense qu'il y a forcément cette petite appréhension qui va faire que forcément tu vas te poser plein de questions sur ce que tu es en train de faire. Et qui va vite te limiter. Bon, il y a aussi cette restriction gastrique qui fait ça. Par rapport à l'alimentation, après l'opération, tu es passé par quelle étape et tu as mis combien de temps avant de retrouver une alimentation qu'on peut appeler normale? On va dire qu'au départ, tu pars sur une période mixée qui dure 15 jours. Donc pendant 15 jours, tu manges mixé. Crois-moi, à la fin, tu ne pourras plus du tout
voir cette texture Ok. en peinture. Et puis après, tu pars sur 15 jours hachés. Donc là, ça commence déjà à être un peu plus agréable parce que tu découvres des aliments sous une autre forme que mixés. Et au bout d'un mois, tu peux recommencer à manger tout ce qui est légumes crus, les fruits crus aussi, et retrouver petit à petit une alimentation normale. Après, ça va dépendre de combien de toi, en fait, spécifiquement, combien de temps tu vas mettre à regoûter à certains aliments. Il y en a que tu vas pas pouvoir manger au début et que quelques mois après, tu vas pouvoir apprécier de nouveau. Moi, là, je suis encore dans la période de découverte où il y a des aliments que j'aimais pas forcément avant, que maintenant j'apprécie, et des aliments que j'aime toujours pas maintenant et que probablement j'apprécierai un peu plus après. Est-ce que tu as eu de l'appréhension à remanger certains aliments? Oui. Pas du tout. Oui, j'ai eu l'appréhension et je l'ai toujours sur certains aliments parce que des fois, je vais manger un aliment le jour même, ça va très bien se passer et le lendemain, je vais manger le même et ça va moins bien passer. C'est vraiment très aléatoire et ça dépend vraiment de plein de circonstances, on va dire. D'accord. Mais maintenant, plus tu avances dans le temps et moins tu as l'appréhension de manger certains aliments. Alors d'aujourd'hui, au niveau des repas, tu fais combien de repas par jour? Et après, j'ai entendu parler de fractionnement des repas. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? À l'heure d'aujourd'hui, on va dire que je suis entre 5 et 6 repas. Enfin, c'est pas des vrais repas, mais c'est avec les collations, tout ça. Après, je pense que ça va dépendre aussi de ton organisation au niveau des horaires. Ça, tu verras avec la diététicienne. Mais les repas fractionnés, c'est... On va dire qu'avant, tu mangeais un repas qui était suffisamment consistant pour te tenir tes apports sur la journée. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est plus le cas. Donc, on va fractionner, donc diviser un petit peu tous tes apports sur toute la journée. Et donc, forcément, tu vas devoir manger plus pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie, pour pouvoir tenir ta journée et donc avoir l'énergie suffisante pour pas tomber. Au-delà de la perte de poids, manger c'est quand même un besoin vital. Donc comme l'a précisé Mélanie, avant l'intervention tu peux faire des grosses quantités, donc couvrir tes besoins sans problème. Là, tes quantités vont être largement réduites, donc on va dire il faut absolument que tu fractionnes dans ton alimentation, ce qui veut dire que tu vas garder tes desserts pour les collations. Donc dessert, on ne s'emballe pas, hein, je ne parle pas de profiterole au chocolat, mais voilà, ça va être un laitage, un fruit que tu vas conserver sur des collations à 10h, à 16h. Et pourquoi pas à 22h, ça c'est dans le cadre où tu travailles effectivement de jour. Mélanie en l'occurrence travaille de nuit, donc les horaires vont être adaptés différemment. Mais ça effectivement c'est avec ta diète que tu vas mettre ça en place. Le fait de fractionner comme ça ne peut pas ralentir une perte de poids. Et au contraire. Justement, l'idée c'est qu'on puisse couvrir tes besoins vitaux et qu'on évite au maximum les carences sur le terme aussi, et y compris surtout l'apport en protéines qui va être indispensable à ta perte de poids. Et parce qu'en fait, il faut te dire que dans tous les cas, tes quantités vont être très très restreintes en post-opératoire. Tu vas te retrouver avec des quantités qui sont minuscules, donc tu ne peux pas aujourd'hui avoir cette crainte que si tu manges 6 fois par jour, de ne pas perdre de poids, quoi. Je crois que tu n'as pas encore conscience réellement de ce que tu vas manger, quoi. Si tu veux, je sais que tu vais manger de très petites quantités, mais je pense que tu les réalises vraiment quand tu les as dans l'assiette et quand tu commences à les manger. Avant, on s'y prépare, donc tu sais que tu vas manger peu, mais pour vraiment prendre conscience, je pense que tu prends conscience quand tu l'as dans ton assiette. Ah mais clairement, quand tu l'as dans ton assiette et que tu vas commencer à manger et que tu vas sentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et tu vas dire ah ouais. Je vais voir sur mon fils de 8 mois, donc je pense comment. Tu vas pas finir ton assiette. Ouais. C'est ça. Tu vas te servir des proportions, tu vas te dire mais c'est déjà tellement pas beaucoup. Tu vas manger et tu vas dire ah ouais, j'ai mangé que ça. T'as toujours ce réflexe de te servir des grosses quantités? Non, pas des grosses quantités parce que c'est des quantités qui sont déjà petites pour quelqu'un qui mange. Oui. Enfin, c'est, on va dire, la moitié d'une portion normale. Ouais. Mais du coup, la moitié de la portion normale, je la mange même pas encore aujourd'hui. Donc,
Est-ce que tu manges dans une assiette à dessert? Oui, la plupart du temps, je mange dans une assiette à dessert ou sinon je mange dans un petit bol. Ouais. Mais je mange dans des petits contenants. Parce que du coup, ça paraît plus grand que si tu mets dans une grande assiette, vraiment, ça paraît vraiment très petit. D'accord, c'est ça l'intérêt de manger dans une petite assiette. C'est un aspect C'est aussi pour parler plus, je pense. entre guillemets psychologique pour ton cerveau. C'est à la fois pour parler plus et oui, c'est un aspect psychologique, clairement. D'accord. Tout à fait. C'est là-dessus. Du coup, toi là, est-ce que au niveau des sensations de faim, est-ce que tu les as? Et si tu les as pas, tu dois quand même manger tes collations. Enfin, comment tu gères ça? Alors, la sensation de faim, on va dire que je recommence à l'avoir un petit peu. Mais quand, on va dire, ça fait vraiment un long moment que j'ai pas mangé, ou alors que j'ai pas assez mangé. Mais sinon, avant ça, j'avais faim. Je ressentais pas du tout ni l'envie de manger, ni même le ventre qui gargouille comme on avait avant. Ça par contre, même encore aujourd'hui, quand je commence à avoir cette sensation de faim, c'est pas comme ça du tout. C'est pas le truc où tu te dis vraiment faut que je mange parce que sinon mon ventre il va exploser. Non, là c'est plus comme ça du tout, c'est différent quand même. Okay. Mais du coup, même si t'as pas faim, tu dois quand même te forcer à manger. Donc c'est pas forcer en mode ça te dégoûte, mais tu dois te forcer dans le sens où tu dois quand même manger tes 6 repas, même si t'as pas envie de les manger, que t'as pas la faim. Là, tu manges plus parce que t'as faim et parce que tu dois te nourrir, mais vraiment parce que c'est essentiel pour toi en fait. T'as pas eu d'envie, mais en fait, tu peux avoir des profils, des patients en fait tu perds la sensation de faim puisqu'il y a une diminution en fait de la gréline par rapport à l'intervention. Donc la gréline, c'est l'hormone de la faim. Donc t'as une diminution effectivement de la sensation de faim. Par contre, ce qui peut beaucoup se produire en post-opératoire, ça peut être l'envie de manger. Donc toi, tu n'as pas eu particulièrement. En post-opératoire immédiat, tu peux te retrouver à me dire « j'ai faim toute la journée, j'ai envie de manger ci, j'ai envie de manger ça ». Donc il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait de passer du coq à l'âne avec ton préopératoire et ton post, où du coup tu te retrouves avec des petites quantités, tu te retrouves avec une texture qui est modifiée. Forcément, toi ça peut être très perturbant. Tu as des aliments qui en post-opératoire immédiat ne sont pas encore autorisés, les crudités, le pain, et donc toi, comme tout le monde d'ailleurs, c'est pas toi en particulier, c'est à partir du moment où on t'interdit quelque chose, forcément, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Voilà, c'est ça, c'est d'y aller. Donc forcément, tu peux avoir des envies. Donc il faut bien différencier le côté plus émotionnel à l'alimentation que réellement la sensation de faim. Et donc effectivement, par contre, c'est nécessaire. Si tu n'as pas la sensation de faim, c'est nécessaire de prendre tes collations tout de même. Ça, c'est aussi en prévention du post-opératoire, mais plus à distance. Puisque si tu prends trop l'habitude de ne pas prendre tes collations si tu n'as pas faim, à distance, ça peut t'entraîner des repas qui soient plus conséquents. Ça peut t'entraîner des grignotages parce que tu n'as pas fait ta collation à telle heure et que du coup tu te retrouves à avoir faim à une autre heure et puis peut-être à disposition que des cochonneries et pas une collation bien... Ouais. D'ailleurs, ça c'est un point aussi qui est important, de ne pas confondre, tout à l'heure quand on parlait du fractionnement, de ne pas confondre collation et grignotage. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Ouais, donc la collation est quand même très importante. Et oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, l'idée c'est bien de couvrir tes besoins au maximum pour éviter la fatigue essentiellement, ou voir des hypoglycémies, voir des baisses de tension. Ou entraîner des grignotages plus importants. Ou entraîner des grignotages, effectivement, sur le long terme. Des fois, quand j'ai pas envie, je me force pas à faire le petit déjeuner. Je sais que c'est pas bien. Mais après, c'est aussi le rythme de vie qui veut ça. Malheureusement, le rythme est un peu particulier. Donc, des fois, quand je sais que je vais aller me coucher, j'ai pas forcément envie de prendre mon petit déjeuner avant. Mais par contre, après, vu que ma vie elle est un peu en décalé, du coup, je décale un petit peu tout. Donc, on va dire que ma collation, je vais la faire peut-être un peu plus dans la nuit. Donc, au final, dans le compte, je m'y retrouve. Mais je me suis efforcée, surtout pendant le premier mois, en fait, ça a été vraiment le plus compliqué, de respecter vraiment les collations parce que
c'est là où c'était le plus important et surtout que moi, c'est une période où j'ai été un petit peu, enfin, j'ai été particulièrement faible et donc il fallait absolument que je respecte toutes les collations même si j'en avais pas du tout envie. C'est intéressant aussi ton parcours parce qu'on n'est pas là non plus que pour vendre du rêve. Sur ton post-opératoire immédiat, c'est vrai que tu t'es retrouvé avec à faire même des petits malaises. Oui. Et c'est important de le souligner. Après, je vais pas te taper sur les doigts parce que tu rates ton petit déjeuner. Tu as un rythme de vie qui est particulier et là aussi c'est le but de ce face-à-face, c'est aussi de montrer qu'il y a la théorie, ok, mais il y a aussi la pratique. Et dans la vraie vie, tu peux te retrouver dans des situations où, voilà, parce que tu bosses de nuit ou parce que tu as un boulot qui est très prenant ou parce que, peu importe la raison, tu peux te retrouver dans des situations où, oui, je dois rater ma collation. Ce qui est plus intéressant, c'est comment tu vas gérer ça sur le long terme, comment tu vas appréhender certaines situations et en fait, c'est l'organisation qu'il faut mettre à tout prix en avant dans ton post-opératoire. Les patients systématiquement en fin de parcours, donc en préopératoire, effectivement disent comme toi, c'est-à-dire l'importance en fait de cette préparation, que ce soit les ateliers, l'accompagnement de l'équipe pluridisciplinaire, les psys, le rapport que tu peux avoir avec ton image, ta préparation, ton changement alimentaire, qui va impacter aussi ta vie professionnelle, ta vie familiale. Je pense qu'il faut aussi, c'est une opération individuelle, mais dans laquelle il faut inclure son entourage proche. Bien sûr. Parce que nous, on est préparé via tous ces trucs-là, via tous ces ateliers, mais notre famille, elle n'est pas préparée à ça. Ouais. Moi, je sais que ça fait des mois que je leur explique, on m'accompagne, etc., elle a bien compris, donc ça, il n'y a pas de souci. En fait, c'était plus compliqué, par exemple, pour ma mère, qui avait très peur, qui ne comprenait pas forcément. À l'heure actuelle, c'est toujours un travail de m'expliquer les proportions, etc. Parce que ma mère, c'était moi, en tu maigris, etc., mais resserre-toi. Et tu vois, voilà. il y a une partie culpabilité que j'ai dû enlever à ma mère. Bien sûr. Et là, je suis toujours en train de la préparer, de lui dire je vais manger peu, il ne faudra pas me dire resserre-toi, finis ton assiette. Je trouve que les mentalités entre guillemets de nos parents, c'était encore faut manger, il faut finir ton assiette. Bien sûr. Et je le vois, elle le fait toujours avec mes enfants. Ouais. Mes enfants, je leur dis non, je leur apprends que quand ils ont plus faim, s'ils ont mangé correctement, s'ils ont mangé une carotte, ils n'ont plus faim, c'est différent. Mais s'il a mangé correctement, il a plus faim, il a plus faim. Là, mon fils, ça, il n'y a pas de souci, ma fille, qui elle, entre guillemets, et là c'est la traduction moi aussi, parce que pourtant elle a 2 ans, mais que j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'elle est comme moi, qu'elle pourrait manger, qu'elle n'a pas cette sensation de faim. De satiété. Donc là, du coup, tous les repas, quand je vois qu'elle a mangé, je lui dis est-ce que tu as faim, est-ce que tu n'as pas faim? Et souvent, elle me dit non, j'ai plus faim. Du coup, je dis bon, c'est bon, on passe au dessert. Mais si je ne l'avais pas demandé, tu vois, elle aurait continué. Oui, elle est capable de continuer. Ouais. C'est ça. C'est un travail aussi que je fais. Du coup, avec ma mère, quand elle est là, je dis non, quand elle a plus faim, elle a plus faim. Si elle n'a pas fini son assiette, si elle a mangé correctement, elle a plus faim. Ouais, donc c'est vraiment, voilà, il faut aussi bien préparer la famille à tout ça parce que si toi derrière, je pense que c'est assez dur après l'opération et que tu as déjà beaucoup de choses à gérer toi, si tu dois gérer en plus les autres, alors c'est pour ça, moi, comme je dis, que par rapport à l'opération, tout est cadré pour que le jour où je me fasse opérer, pendant le mois qui suit, la seule chose que j'ai à m'occuper, c'est moi. Oui, bien sûr, c'est indispensable. Ouais. Mais par rapport à l'entourage aussi, même si tu les prépares au maximum, tu risques quand même à distance d'avoir, et peut-être que toi tu peux nous le confirmer aussi, la peur en fait des gens autour de toi qui est hyper présente, où ils vont te dire attends tu manges que ça, ou voilà, et ça peut être vite frustrant pour toi aussi. Après je pense que c'est dû aussi à notre culture. Bien sûr. D'accord, la culture française de la bouse, de tout mais ça. Oui, et puis ne serait-ce aussi que je vois les grands-parents on a à peu près le même âge, nos grands-parents c'était si t'es pas un peu en chair, t'es en mauvaise santé quoi, ça va pas, il y a un problème. Ce qu'on m'a beaucoup sorti c'est oui mais tu aimes manger, donc si tu manges plus tu vas être malheureux. Et comme je dis, alors la sensation plaisir. Vous me définissez par la nourriture. C'est pas la nourriture qui me définit, c'est moi qui dois définir ce que je veux manger. Et j'ai dit, je préfère manger moins, mais des choses que j'aime. J'ai pas besoin de manger énormément de choses que j'aime. Exactement. Exactement. C'est la sensation de plaisir, la notion de plaisir en fait, de frustration, ça je la retrouve beaucoup. Alors c'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, cette crainte en fait d'être frustré en post-opératoire. Tu l'auras pas parce que c'est une restriction qui est mécanique. Donc comme tu dis, si tu manges des produits qui sont qualitatifs en petite quantité, tu seras quand même satisfait. Voilà. Après, je pense qu'au niveau de l'obésité aussi, il y a une grosse différence à l'heure actuelle, c'est dommage, entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'un homme qui est obèse,
on va dire qu'il est costaud, il est bien costaud. Une femme, elle est grosse. C'est un ours. Tu vois ce que je veux te dire? Une femme, on va pas dire, elle est costaud. Oui, c'est sûr qu'il y a une Voilà, différence. je pense que au niveau culturel, il y a encore beaucoup de choses. Et dans les mentalités, c'est des les clichés. gens, c'est comme les gens, t'es gros, tu manges, arrête de manger, tu vas maigrir. Oui, c'est ça. Ben non. Et ouais, bien sûr. Si c'était si simple, on serait pas là déjà. Eh oui. Hein. Voilà. Sinon, le truc, si t'avais de la volonté, la volonté peut te dire que je l'ai pour être là. Ouais. Parce que si j'ai pas de volonté, de toute façon. C'est clair. Après, pour rassurer aussi ta maman dans cette démarche-là, tu peux tout simplement aussi mettre en avant, alors au-delà de l'aspect esthétique, bien sûr, tu peux tout simplement mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, tu as un poids qui met en danger clairement ta santé, ta vie, ouais, exactement, ta vie sur le moyen long terme. T'es papa, tu as 3 enfants, donc aujourd'hui, il faut aussi la rassurer dans ce sens-là et lui dire que si tu fais cette intervention, c'est aussi parce que tu as envie de vivre longtemps. Après, elle a beaucoup évolué là-dessus, parce qu'au début, je t'avais dit, elle n'aimait pas du tout que je fasse ça. Et au final, après, je me suis créé un compte Insta où je partage un peu les trucs. Au final, elle me suit sur Insta, elle met des comptes, des cœurs, comment je suis fier de toi, tout ça. Donc voilà. Moi, du coup, ma mère, elle avait déjà fait, donc on va dire que ça n'a pas été une grande découverte, mais du coup, là où c'est un peu plus compliqué, on va dire, ça a été à mon travail, parce que là où je travaille actuellement, moi, j'étais étudiante. Donc ils m'ont connue en étant obèse et maintenant ils me connaissent en étant comme je suis aujourd'hui. Et bon, ils m'ont jamais connue une grosse mangeuse, mais du coup, là aujourd'hui, quand ils voient les quantités que je mange, ils me disent mais tu vas être fatiguée, il faut que tu manges plus. Surtout au début, bon là, parce que là, maintenant ils ont compris, ils ont assimilé que je mangeais pas comme quelqu'un de normal. Mais au départ, aussi parce que j'étais fatiguée, ils me disaient mais tu vas jamais tenir, c'est pas possible, il faut que tu manges plus, t'as beaucoup perdu. Et quand on est comme ça, on se dit bon bah ouais, mais en fait je vais bien, enfin c'est gentil, je veux pas c'est tranquille. C'est ça. Mais je vais bien, je mange moins peut-être, mais ça va. Je suis en bonne santé. Globalement, le constat quand même de tout ça, c'est qu'avant l'intervention, on va te faire des reproches sur ce que tu es capable de manger, et après l'intervention, on va te faire des reproches sur ce que tu es capable de manger. Donc globalement, il faut peut-être aussi réussir, ça je sais pas, c'est peut-être vous aussi qui pouvez mieux répondre à ça, mais il faut réussir à se détacher tout simplement du regard des autres. Justement, moi j'avais jamais eu de problème avec le regard des autres avant l'opération sur ce que je mangeais, parce que j'estimais pas manger des quantités astronomiques ou quoi que ce soit. Ouais. Mais par contre maintenant, quand je vais au restaurant, le fait de manger moins, j'ai limite honte de me dire enfin voilà quoi, je vais commander un plat, je vais quasiment rien manger. Mais les gens, ils vont le constater plus que si avant j'avais mangé la totalité de mon plat. Ouais. Mais après, maintenant, je me dis bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, je mange ce qui me plaît, et bon, même si je laisse quasiment l'assiette entière, au moins j'ai mangé ce qui m'a fait plaisir, et puis c'est l'essentiel. Ouais, c'est sûr. Mais il faut vraiment se détacher de ça et se dire l'opération va faire avant tout pour nous. Ouais, exactement. Et pas pour le regard des autres. Et au final. Et par rapport à ta façon de manger avant et maintenant, je sais qu'on mange beaucoup plus lentement et qu'il faut manger beaucoup plus lentement. Donc est-ce que tu y arrives, et si tu manges trop vite, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va dire que maintenant tu dois manger on va dire un repas normal doit durer entre 30 minutes et 45 minutes grand maximum. Et la mastication elle est lente parce que si déjà tu avales des gros morceaux, tu vas le sentir direct. C'est ouais voilà, parfait qui tombe. Okay. Tu le sens direct. Et puis en fait si tu manges trop vite, tu vas le faire une fois l'erreur, pas deux. Ok. Tu vas manger 3 bouts, tu vas être plein jusqu'ici, tu vas dire pourquoi j'ai fait ça. Ok. Donc non, je te fais confiance. Voilà. Non, il faut vraiment manger lentement, et après mastiquer. Ça dure longtemps parce que du coup il faut beaucoup mastiquer en fait. Faut pas que tu avales des gros morceaux, et
pour aussi rendre la digestion un peu plus simple. Donc voilà, t'as la motilité en fait de l'œsophage et du tube digestif qui est réduite en fait après l'intervention. Donc forcément, si tu manges trop rapidement ou des trop gros morceaux, des trop grosses bouchées, tu risques en fait de pas le sentir et donc d'avoir un inconfort, voire d'aller jusqu'au vomissement. Donc il faut faire très attention à ça. Moi avant, je mangeais pas particulièrement vite, je mangeais, on va dire, comme une personne normale. Mais par contre, après l'opération, plusieurs fois, je me suis surpris à manger un petit peu, peut-être plus rapidement que ce que je devrais. Dans le sens où je mangeais pas vite, mais je mangeais à un rythme pas suffisamment espacé. Et donc, je me suis surprise à être pleine beaucoup plus vite que prévu. Et donc, finir aux toilettes. Et du coup, là, par rapport à ça, au niveau de. Parce que j'entends bien que voilà, quand tu manges, il faut manger doucement, etc. Et par rapport à la gestion de l'eau, parce que je me doute que si tu bois avant de manger, en gros, tu peux pas manger. Quoi. Ah, ça, c'est la partie justement très frustrante pour moi. Surtout que je me suis fait opérer pendant l'été. Donc, là où t'as le plus soif. Hein. Et du coup, et encore aujourd'hui, je dois beaucoup travailler sur moi parce que souvent, quand j'ai soif, c'est au moment du repas. Donc, tu fais un choix. C'est soit tu manges, soit tu bois. En l'occurrence, tu as besoin de manger pour avoir de l'énergie. Donc, on va dire que tu gardes ton envie de boire pour plus tard. Et tu vraiment t'essayes d'espacer le plus loin possible du repas, on va dire. On te dit une demi-heure, mais bon, après, il faut que ce soit vraiment comment toi tu le sens. Oui. Parce que moi, si tu bois une demi-heure après mon repas, je peux te dire que c'est toujours pas possible. Ouais, donc c'est en moyenne, c'est quoi? Une demi-heure avant, une demi-heure après, c'est ça? Oui, c'est ça. En moyenne, c'est ce qui est recommandé, ouais. Mais après, par contre, je rebondis quand même sur ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que tu attendes d'avoir soif. C'est à toi de t'imposer aussi de boire par petites gorgées tout au long de la journée, de manière à justement de pas te retrouver à l'heure du repas et te dire putain j'ai soif quoi. Tu dois pas te retrouver à devoir choisir entre je mange ou je bois. Non, il faut que tu aies déjà bu tout au long de la journée de manière à ce que tu puisses tout apporter aussi bien en termes d'hydratation que d'alimentation. Tu fais du sport actuellement ou pas? Oui. Ok. Et du coup, par rapport à l'eau, c'est un rapport par rapport à l'eau. Moi, la question que je me pose, c'est quand on fait du sport, on a tendance à boire beaucoup. Et si on ne peut pas justement avoir cette hydratation plus importante que quand on ne fait pas d'activité physique, comment tu la gères? Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, avant quand je faisais du sport, j'étais très vite assoiffée. Oui, fallait boire absolument des grosses quantités. Ouais. Mais en fait, ton rapport au sport, il va tellement changer que tes besoins aussi vont être peut-être différents. Parce que moi, là, du coup, vu que l'activité physique, c'est la même que ce que je faisais avant, mais elle est moins intense parce que du coup, j'ai moins de poids et donc moins de difficulté à la réaliser, j'ai moins soif. Donc je bois pendant mon activité sportive, mais c'est pas comme avant où j'étais tellement au bout de ma vie qu'il fallait que je boive le plus souvent. T'as moins de perte hydrique aussi, forcément. Oui. T'as moins de masse grasse, tu perds en poids. Donc forcément, tes besoins sont aussi diminués et donc voilà, ça va s'adapter. Et alors, on est ok que tu peux pas prendre en une prise un grand verre d'eau comme tu pouvais le faire avant ou boire au boulot comme ça, mais par contre des petites gorgées suffisamment espacées vont te permettre de couvrir tes besoins, donc tu vas pas être en manque particulièrement sur une séance de sport. Non, voilà, c'est hyper important que tu malgré la fatigue aussi que tu peux ressentir, de prendre un petit peu de temps, alors ne dépasse pas tes limites non plus, mais voilà, un minimum. Il y a un peu cette euphorie globalement de la perte de poids, de ce changement de vie, que en plus vous avez tellement attendu, donc il y a ce côté un peu euphorisant qui risque effectivement de te faire dépasser un peu ces limites là. Sois prudent dans le sens où t'as quand même une profession, voilà, des enfants, et il faut pas que tu te tapes le contre-coup 2 mois après ou 3 mois après, comme ça m'arrive très régulièrement chez certains de mes patients quoi. Donc vas-y, mais ne pousse pas. Voilà. Et du coup, toi, quand tu as dépassé tes limites, ça s'est concrétisé comment? Par des malaises. C'est ça. D'accord. Non, en fait, je suis quelqu'un de très active de base. Ouais. J'ai un métier dans lequel je suis très active. Et du coup, déjà le premier mois où je suis restée à la maison,
j'étais très active par rapport à la quantité de ce que je mangeais, à la quantité de ce que je buvais. Et en fait, je dépensais, déjà je ne mange pas beaucoup de calories dans la journée. Alors moi, je dépensais plus, déjà toutes les calories que j'avais mangées dans la journée, je les dépensais. Et je dépensais plus que ce que j'avais mangé. Et puis, tu as ton métabolisme de base aussi. Oui, voilà, il y a le métabolisme de base. Et donc, forcément, à la fin de la journée, j'avais plus d'énergie. Donc, des fois, je faisais le ménage, le à manger, je faisais plein de choses. Et au final, je me retrouvais avec vide d'énergie. Et donc, je faisais des petits malaises. Voilà, il faut être acteur de son truc, mais tout en maîtrisant un peu l'euphorie. Oui, c'est ça. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'écouter son corps. Et quand ton corps te dit là, tu forces un petit peu trop, faut savoir aussi se poser. Même encore aujourd'hui, il faut savoir dire bon, ben là, je suis trop fatiguée, il faut que je prenne une semaine. Une semaine, je fais pas de sport. Faut savoir vraiment écouter son corps. Je pense que c'est vraiment le plus important. C'est pas la culpabilité de te dire ah là, je n'ai pas fait de sport, je n'ai pas marché, je n'ai pas Non, parce que même si tu vas pas faire le sport ou que tu vas quand même continuer à perdre parce que tu vas avoir justement cet équilibre et tes repas qui vont être fractionnés et tout ça en fait. C'est la globalité qui va faire que ta perte de poids elle va continuer. Et c'est pas parce que cette semaine-là tu vas être fatigué que tu vas pas faire du sport que ça va pas continuer à suivre son cours. Il faut te détacher d'une manière générale du sentiment de culpabilité en fait. Ouais. Dans le surpoids, ce sentiment-là, c'est un truc, c'est un fardeau que tu t'es tapé pendant des années. Et justement, si tu bénéficies de cette intervention, c'est pas pour continuer à avoir un comportement ou un avis sur toi-même culpabilisant. C'est juste qu'au contraire, tu apprends à prendre soin de toi et à te concentrer sur toi, chose que peut-être tu n'as jamais fait dans ta vie. Voilà. Comme beaucoup de patients en situation d'obésité, on se retrouve dans ces profils-là, après sans faire de clichés, mais globalement, j'ai énormément de professions ou de personnalités qui montrent que ce sont des personnes, les patients atteints d'obésité, ce sont des personnes qui sont très portées sur les autres, mais jamais sur eux finalement. Et cette intervention, pour moi, c'est avant tout prendre soin de toi. On va dire que la perte de poids que tu vas avoir, même les 2 premières années, je dirais, c'est grâce à la chirurgie. Parce que bien sûr, ce que toi tu veux en faire, mais c'est grâce à la chirurgie. Par contre, à 5 ans, 10 ans post-opératoire, la chirurgie, toi, c'est juste quelqu'un qui continue de t'accompagner, mais ce qui fera la réussite de ton intervention réellement sur le long terme à 5 ou 10 ans, c'est ce que toi, tu auras appris à faire sur ton comportement, sur ton hygiène de vie globale. Mais surtout, détache-toi de ce sentiment de culpabilité, ça c'est le pire truc que tu pourrais garder dans l'autre main parallèle à ta chirurgie. Okay. Par rapport à ton alimentation actuelle, au niveau des quantités, tu t'en es où? On t'a aiguillé vers des quantités de type ou pas? Moi, à l'heure actuelle, dans mon suivi post-op, en fait, on m'a pas donné du tout de quantité à proprement parler. On m'a pas dit qu'il faut manger 100 grammes, 150 grammes. Non, c'est vraiment... il faut respecter l'équilibre, donc la protéine, les féculents et les légumes. Mais en fait, c'est vraiment en fonction, je pense, en fonction de chacun. En fait, c'est ton corps. Chaque corps est un peu différent et fonctionne aussi différemment. Et moi, en fait, j'écoute vraiment mon corps quand j'ai plus faim et que j'ai ce sentiment justement de satiété complet. À ce moment-là, je m'arrête et même s'il y avait un objectif de grammage, ça serait différent. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment mon corps que j'écoute. En fait, il y a différentes approches. Il y a des équipes pluridisciplinaires ou des diètes tout simplement qui donnent des quantités en post-opératoire. Après, moi, c'est un choix que j'ai fait personnellement dans ma pratique de ne pas en donner pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison essentielle, c'est que le patient en situation d'obésité, globalement, la plupart du temps, a fait X régime dans sa vie. Donc on lui a imposé des quantités, il a eu cette contrainte-là. Comme je le disais aussi tout à l'heure, je pars du principe que si tu te fais opérer, l'idée c'est qu'on t'enlève de la culpabilité et on te sort de ce système de régime où je dois peser mes aliments, où j'ai cette contrainte-là. Si je te donne une quantité, tu as cette contrainte de peser et tu n'apprends pas
à ressentir la satiété, comme on disait tout à l'heure par exemple par rapport à tes enfants. Si je te dis, bah tiens, tu manges 50 grammes de protéines, que tu manges tes 50 grammes de protéines, mais que tu te poses pas la question de, bah tiens, est-ce que j'étais peut-être plein à 30 ou est-ce que t'es à 50 et là tu te dis, mais merde, en fait, j'ai l'impression que ça peut encore passer. Mais si, il m'a vraiment opéré. Voilà. En fait, ça te remet systématiquement, je trouve, dans une situation de contrainte et de rapport à l'alimentation qui est complètement faussée. Alors que moi, ce que j'attends justement dans mon intervention, c'est que tu puisses, toi, te poser devant ton assiette, manger calmement, tranquillement, mastiquer et te dire, bon là, ça y est, c'est ma dernière fourchette, il faut que je m'arrête. C'est un choix que j'ai fait. Après, je prends aussi qu'il y a des patients qui sont en demande des quantités, je leur donne quand même pas. En fait, c'est plutôt, moi je vois les patients à 3 semaines en post-opératoire. C'est un délai qui est intéressant parce que la texture est déjà modifiée sur du haché. Et c'est surtout un délai qui, moi, me permet de voir aussi les quantités que tu arrives à manger. Et grâce aux photos, au livre photo, je vais voir les quantités que tu manges. Si ça tient la route, tant mieux. Si je vois qu'il manque un petit peu, que ça rentre pas suffisamment, c'est pareil, je peux pas te dire force sur ton estomac, ce serait complètement idiot, ça tire sur les sutures, ça n'a aucun sens. Mais par contre, je vais mettre peut-être des collations en place supplémentaires pour couvrir tes besoins. De crème, pour le coup, c'est justement de pas assez manger. T'as peur de pas suffisamment manger. Ouais. De trop me restreindre. On travaillera dessus. De toute façon, tu le verras vite parce que ça risque aussi de bloquer ta perte de poids, de faire une stagnation au niveau du poids. Voilà. Tu as eu des paliers, comment ça s'est passé, comment tu les as gérés et c'est du coup à quoi ils sont dus par... En fait, on va dire vraiment le premier mois, on va dire les premiers mois et demi, j'avais cette tendance en fait parce que ça me rendait vite malade. J'avais cette tendance à manger moins et donc je m'arrêtais largement avant parce que j'avais peur de ce sentiment de satiété et que ce soit pas le bon sentiment de satiété mais le sentiment de satiété où c'est là quoi. D'accord. Donc je m'arrêtais avant et en fait je mangeais pas suffisamment et forcément quand tu manges pas suffisamment et que tu couvres pas tes apports, à un moment donné ton corps il se met en sécurité. Il se dit, putain, elle me donne pas assez à manger, mais alors là, pour le coup, vraiment pas assez. Hop, on va fermer. Et puis du coup, on va conserver le peu qu'elle nous donne. Et en fait, après, je me suis rendu compte aussi, grâce à Roxane, que fallait que je mange normalement, que j'écoute mon corps et que j'allais pas être malade à chaque fois que j'étais pleine. Hein. Mais et du coup, au final, la perte de poids, elle a continué son cours et ça s'est jamais arrêté. De toute façon, dans ta démarche aussi de reprise de sport souhaitée, tu peux pas avoir des apports qui soient trop faibles, ne serait-ce qu'en termes de protéines. La protéine, c'est indispensable en post-opératoire. Je vais bien te saouler avec ça. Non, c'est dans le sens où la protéine, elle a plusieurs intérêts. Déjà en post-opératoire immédiat, tu vas avoir la cicatrisation. Tu peux, pour éviter au maximum la fonte de masse musculaire. Alors après, tu en auras toujours, vu encore une fois les quantités que tu vas manger, tu auras toujours une perte de masse musculaire, mais le but du jeu, c'est de t'en perdre le moins possible. Le muscle crame beaucoup plus d'énergie que le gras, donc c'est hyper important qu'on le conserve au maximum. Et puis après, pour ta reprise d'activité physique aussi, c'est indispensable qu'on ait cet apport en protéines qui soit mis en avant. La question c'était si dans ton alimentation, quand tu as recommencé à manger de l'heure actuelle, si tu as eu ou si tu as encore des douleurs. Ah non, j'ai pas eu mal à proprement parler. Quand je mange, j'ai pas mal. Je ressens pas de douleur. Quoi. Genre là, à l'heure actuelle, quand t'es pas opéré, quand tu manges, t'as pas mal. Non. Donc là t'as pas la sensation de douleur ou quoi que ce soit. Hormis si tu vas trop forcer, là oui, ça va faire mal, mais c'est logique. Comme si là aujourd'hui, tu t'enfiles un gros plat de pâtes, t'es tellement plein, ça te fait mal au ventre. Là c'est la même chose. C'est un inconfort plus qu'une douleur. Oui, c'est pas douloureux, c'est inconfortable et ça va te rendre malade, mais c'est pas une douleur
à proprement parler. Et au niveau de l'opération pure en elle-même, est-ce que tu as eu mal, beaucoup, un peu, pas du tout? Mais justement, Sur une échelle de 1 à 10. C'est ça, quel est notre niveau de douleur? Justement, moi je m'attendais à avoir extrêmement mal. Je m'étais préparée. Je me suis dit, tu vas avoir mal. J'étais prête. Ouais, je me suis dit, c'est sûr que je vais avoir mal. Je me suis réveillée de l'opération, je me suis dit, ah c'est ça. Vraiment. Mais il m'a pas opéré. Je me suis dit, mais d'accord, ok. Effectivement, c'est pas agréable. Ouais. C'est une opération. Mais c'est pas la pire douleur que j'ai eue dans ma vie. Après, moi je me suis levée directement après l'opération, donc je pense qu'aussi ça a participé à éliminer les gaz C'est important, ça, sont, pour tous les patients, De se lever. de se lever, ouais. qui sont la source de la douleur principalement. Ouais, les gars. Mais du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai moins mal. Parce que du coup, j'ai plus facilement éliminé les gaz. Mais au final, la douleur était tellement moindre comparée à ce que je m'étais fait dans ma tête, quoi. D'accord, tu t'es préparé à avoir très mal, donc du coup, au final, c'était vachement gérable. Oui, j'ai beaucoup de patients qui ne sont pas suffisamment préparés, j'ai l'impression, à l'évacuation des gaz en fait. Ouais. Ils ne s'attendent pas à ces douleurs-là. Donc c'est un point qui est important à souligner. Après, comme je disais, à 80%, j'ai des patients quand même vivent très bien le post-opératoire immédiat. Après, juste par rapport à la douleur en mangeant à distance, ça ne doit pas intervenir. C'est-à-dire que si tu as réellement mal en post-opératoire, dans ces cas-là, il faut aller creuser un petit peu, voir avec ça doit t'alerter ton chirurgien. Oui, voilà. C'est pas quelque chose de normal. Exactement. La douleur, effectivement, n'est pas quelque chose de normal. Plus si tu associes à des vomissements ou à des aliments qui passent pas, là, ça nécessite réellement un avis de ton chirurgien. D'accord. Et il y a d'autres choses qui peuvent nous amener à rappeler notre chirurgien, d'autres symptômes par rapport à des fistules, qu'est-ce qui peut... Alors ça, je laisserai le chirurgien répondre. Non, oui, bien sûr, si tu as une grosse douleur, comme je t'ai dit, oui, ça doit t'alerter. Surtout sur le post-opératoire immédiat, la première semaine, oui, effectivement, il faut s'alerter de manière assez rapide. C'est sûr que si tu as de la fièvre... c'est pas forcément le Covid. Non, voilà, si t'as de la fièvre, des douleurs, oui, là, il faut t'alerter, effectivement. Et ces fameuses fistules, elles peuvent apparaître si on mange trop, si on boit trop L'alimentation peut être responsable effectivement alors la fistule, c'est plus vulgairement, c'est un point qui saute, voilà, je le précise. Donc oui, plus vulgairement c'est ça, c'est un point qui saute. Donc ça peut arriver donc plus rapidement en post-opératoire, mais encore une fois ça c'est un domaine beaucoup plus chirurgical. Mais par rapport à l'alimentation, oui bien sûr, il ne faut pas que tu t'envoies 1 litre de flotte en 1 heure de temps parce que tu risques de créer une hyperpression au niveau des sutures, de manger trop vite. Et bon, globalement, avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, entre l'appréhension et puis le fait que ce soit tout frais pour toi, forcément tu vas pas y aller comme un malade. Donc voilà. Après, il y a si tu fumes, ça peut fragiliser aussi au niveau des sutures et la cicatrisation. Bon, je sais que c'est pas le cas pour toi, mais c'est pour ça qu'on demande un sevrage aussi tabagique. Voilà. Après, la fistule, malheureusement, c'est un peu aussi la faute à pas de chance. Plus que des erreurs alimentaires la plupart du temps. Mais encore une fois, c'est un domaine très chirurgical, donc... Oui, donc tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à l'alimentation et à l'eau. Et tout ça, je n'en parlerai pas avec mon chirurgien. Non, voilà. Mais après, il faut en parler avant l'intervention. Donc ça, il va déjà tout expliquer. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais voilà, si un jour on a l'occasion de faire une vidéo avec les chirurgiens, ils pourront plus détailler ce système-là. Mais en tout cas, en termes d'alimentation, il faudrait vraiment que tu pousses le vice pour aller te créer une fistule. Mais du coup, si t'as pas cette sensation de faim, comment tu sais quand est-ce qu'il faut t'arrêter, que t'es à la satiété? Parce que vu que tu n'as pas faim à la base. La faim et la satiété, c'est 2 choses différentes. Enfin, en tout cas, moi ça te faisait quoi comme sensation en fait? Parce que moi, quand j'avais pas faim, j'avais quand même la sensation de satiété, dans le sens où, à un moment donné, ça passe plus quoi. Enfin, moi, par exemple, encore aujourd'hui, je vais manger la cuillère, je sais que si celle-là, je l'avale, c'est la cuillère de trop. C'est comme l'apéro. Si celui-là tu le bois, c'est pas bon. Voilà, c'est ça, c'est exactement la même chose.
Donc, non, parce que même avant, quand j'avais pas ce sentiment de me dire putain, j'ai faim, en fait, j'avais quand même ce sentiment de me dire c'est bon, faut que tu t'arrêtes là parce que sinon, si tu manges trop plus, tu vas. Ça te faisait pas, j'ai pas faim, je mange, et en gros, au bout d'une cuillère, limite, je suis assassié, quoi. Ça te faisait pas ça? Non. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des interdits, bien entendu, surtout au niveau des boissons, ou même des boissons à peu près? D'une manière générale. Les Les interdits, d'une manière générale, oui. Il y a en grosse majorité les boissons gazeuses et médicaments effervescents, d'ailleurs pris sur le long cours. Bien sûr, si tu prends un Doliprane, il ne se passera pas grand-chose, mais par contre, un traitement qui doit être pris sur un moment plus long, oui, c'est clairement à éviter, parce qu'en fait, tu peux avoir une hyperpression relative au niveau de l'estomac qui peut à la fois te créer un reflux et tu peux surtout avoir une dilatation en fait à distance, une dilatation de l'estomac. Donc si tu subis une intervention pour avoir un petit estomac et que quelques années plus tard tu réintroduis de façon très régulière des boissons gazeuses, tu risques de redilater, ce qui est clairement un peu dommage. Donc voilà, tu as aussi les médicaments, les anti-inflammatoires qui sont prohibés aussi en post-opératoire. Ça peut te causer des ulcères sur le long terme. Donc si jamais tu dois en prendre pour XY raison, ça, il faut l'avis de ton chirurgien. D'accord. Et après, au niveau de ce qui est alcool, alors, fort, en post-opératoire immédiat, donc pour éviter les dumpings, bien sûr, les boissons sucrées, les produits sucrés, l'alcool vont être prohibés, mais c'est que, encore une fois, les premiers mois. Oui. Moi, je tourne autour de... Tout dépend de ton alimentation en post-opératoire, mais on va dire que globalement, à partir de 2 mois, j'autorise de façon, bien sûr, occasionnelle. Oui, ça. Voilà, un petit verre de vin. J'explique toujours dans quel contexte il doit être pris. Donc pas à jeun, alors quand je dis pas à jeun, oui c'est sûr tu vas pas te torcher un verre de vin à 8h le matin, mais ne serait-ce que si t'as pas mangé depuis ta collation à 16h et qu'il est 20h parce que tu reçois des amis chez toi et que tu veux faire un apéro mais que t'as rien dans le bide, là depuis 16h, clairement je vais te dire n'y va pas. D'accord. Tu manges déjà un petit peu d'apéro et ensuite tu intègres. Alors là tu pourrais me dire oui mais attends Roxane, non il faut pas boire en mangeant. C'est deux contextes qui sont totalement différents. C'est-à-dire qu'un repas festif, tu vas être plus étalé, tu te bois pas 2 gorgées de suite de vin rouge, tu le savoures. Tu le savoures. Voilà, donc ce sont 2 choses qui sont totalement différentes. Mais donc oui, on va dire 2 mois sans avoir d'alcool ni de boissons sucrées. De toute façon, les boissons sucrées, ça sert à rien. C'est le démon. L'eau plate, seule boisson indispensable. Justement, les bulles qui sont interdites. Les boissons gazeuses, ouais. Champagne aussi. Le champagne, c'est intéressant. Le champagne, non, je l'autorise. Alors déjà parce que les bulles sont quand même plus fines. Et puis c'est surtout que à part si tu fais partie de la jet set, tu vas pas t'envoyer, tu risques pas à distance de l'intervention de t'envoyer 1 litre de champagne par jour. Ça reste un événement qui est festif, donc ça veut dire que tu peux pas déraper sur quelque chose de plus régulier et qui donc risque de te dilater au niveau de l'estomac. Tu peux associer en fait avec ton multivitamine un cachet pour les cheveux si éventuellement tu as peur de perdre tes bouclettes. Parce qu'effectivement avec la perte de poids rapide c'est quelque chose qui peut se produire généralement entre 4 et 6 mois. Après c'est pas irréversible, tes cheveux peuvent repousser. Ça c'est dépendamment du femme modèle. On est égaux par rapport à ça. C'est juste la perte de poids rapide, après ça peut être hormonal, ça peut être aussi lié au stress. Voilà. Le stress, la fatigue, le contexte, voilà, et la perte de poids rapide bien sûr qui peuvent modifier un petit peu les ongles, les cheveux, la peau. T'as eu ce souci-là? Ouais, justement là j'ai commencé une cure pour les cheveux, parce que je commençais à les perdre un petit peu de manière trop conséquente. Ouais. Au final, ça va mieux. Voilà, ça va en prenant le comprimé en plus. Ça... Et donc tu l'associes à ton multivitamine normal. Ouais. Donc moi, sur ma consultation préopératoire, les points que j'aborde beaucoup, c'est fractionnement de l'alimentation,
fractionnement des apports en eau, donc petite gorgée, systématiquement en dehors des repas. Tu prends ta boisson, ta bouteille d'eau, essaye de te trimballer toujours avec. Ouais, c'est pour ça que je me suis acheté la gourde. Voilà, ta gourde avec le bec sportif, de manière à boire des petites gorgées, donc toujours en dehors des repas. Donc fractionnement de l'alimentation, fractionnement des apports en eau, boissons alcoolisées, boissons sucrées interdites. Je me fais le truc dans la tête, de ma consultation préopératoire, voilà. La texture, 15 jours mixés, 15 jours hachés, et après on passe sur une texture normale. En sachant que en fait, texture normale, c'est juste que tu vas réintroduire le pain que tu n'as toujours pas consommé le premier mois, et les légumes et les fruits crus. Ça, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc voilà, fractionnement de l'alimentation, fractionnement des apports en eau, la texture, le dumping syndrome, c'est essentiellement les choses de... Voilà. Après, je remets une petite liste de courses. Des indispensables en fait. Ouais. Donc les féculents que tu peux consommer, parce qu'en fait, au-delà de la pomme de terre que tu peux mixer, tu peux pas mixer des pâtes, du riz, tu peux pas faire ça. Donc en fait, pour varier un petit peu, j'autorise moi des pâtes de des céréales de tout petit calibre. Donc les pâtes alphabet, de la semoule fine, de la floraline. Oui, c'est ça, ce que tu as pour tes enfants. Donc voilà, après l'héritage nature, donc yaourt nature, fromage blanc nature, petit fruit nature, enfin tout nature. Oui, Skyr, tu peux bien sûr, au contraire, c'est hyper intéressant pour l'apport en protéines. Les fromages frais, donc type Saint-Maurice, carré frais Chavou, alors bien sûr on s'en va pas sur du tartare à fines herbes, hein, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, alors j'ai des aliments que j'appelle un peu passerelles en fait, que j'autorise. C'est-à-dire la compote sans sucre ajouté, ou alors tu fais tes fruits cuits maison et t'adaptes la texture selon la période. Il y a 3 enfants et une société. Oublie. Toujours plus. Donc des compotes sans sucre ajouté du commerce, et la crapote et la biscotte. Alors Et le petit-déj, tu prends quoi? Ben justement, en fait, tu peux prendre ça, si tu veux. Alors, j'insiste bien, ce sont des aliments passerelles. C'est-à-dire que moi, ça n'a pas grand intérêt pour moi au niveau nutritionnel. Si je l'autorise, c'est plus pour pallier un petit peu au manque de mastication. Pour que ça donne un peu la sensation de... Et ça, c'est vraiment un manque, parce que oui. J'ai du mal à me dire que je vais avoir un manque par rapport. Non, c'est très compliqué à gérer le... Mais tu verras. J'espère. Oui. Non, c'est le manque de mastication peut être. Moi, c'est pas le manque de mastication, c'est la texture. Enfin, c'est vraiment. Après, entre mixer et hacher, il n'y a pas encore de différence. Non, mais alors voilà, la période. En fait, je dis hacher, mais globalement, tu peux déjà, pour moi, te faire des tout petits morceaux, tu vois. Mais moi, c'est ce que je faisais. Hein. Et manger des choses très rapides. La première, j'ai fait même pas une semaine de mixer complet mixé. Ouais, complet mixé, c'est tu manges de la soupe. En fait, je supportais pas la texture, ça me dégoûtait, j'avais une vomir à chaque fois. Avant que je mange, j'étais déjà dégoûtée de ce que j'allais manger. Mais c'est quand même important de s'y tenir pour le coup, pour faire attention. Oui, moi je suis tenue, mais par contre, du coup, j'ai essayé de mettre, comme je disais, les pâtes alphabet, la semoule fine, j'ai essayé de faire ça parce que sinon je pouvais pas quoi. Ouais. Non, il faut faire gaffe à ça. Après, il y en a qui le vivent très bien. Moi, j'ai plein de... c'est rare quand même. Période mixée, c'est compliqué. Franchement, moi, j'ai parlé avec plusieurs filles, elles l'ont pas mal vécu. Moi, je me dis c'est 15 jours. Oui, non, mais c'est ça. Ça peut très bien se passer et je te le souhaite. Mais il y a aussi des situations où les gens, au bout de 15 jours, tu sais qu'il faut commencer à varier un peu. Quoi. D'autant que tes collations, tu tournes autour du pot, tes repas, protéines, légumes, féculents, ça dépend aussi des patients. Tu as aussi des patients qui savent se cuisiner des trucs sympas et puis au final, dans les 15 jours passent nickel. Il y en a d'autres, ils ont un peu plus de mal à cuisiner et donc là, forcément, ça complique un peu la tâche. Roxanne, all she wanna do is party all night.